bienvenue sur la chaîne de l'information jeunesse Actis pour une émission spéciale Semaine du numérique, puisque nous organisons au Centre Paris Anime Richard Wright une semaine du numérique du 4 au 9 avril. Aujourd'hui, donc, au sommaire, nous allons commencer par une présentation du point information jeunesse, mais je devrais dire plutôt des points information jeunesse, puisque j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui et d'avoir à mes côtés pour co-animer cette émission Ludivine. Bonjour Ludivine. Bonjour. Alors Ludivine, eh bien, elle travaille au point information jeunesse du Point du Jour et elle nous en parlera tout à l'heure. Donc, disais-je, on va commencer donc par une présentation de nos différents points information jeunesse. Puis, nous vous présenterons la semaine du numérique que nous organisons donc du 4 au 9 avril, son esprit, ce qu'on y fait, ce qu'on propose. Et dans un troisième temps, enfin, nous accueillons avec grand plaisir 3 jeunes qui ont, dans le cadre de leur expérience, de leurs études de BUT carrière sociale, mené une expérience de déconnexion numérique très intéressante dont ils vont nous parler. C'est passionnant. Donc, à tout de suite. Donc, je suis Julien, je suis informateur jeunesse au point information jeunesse Hautefeuille, qui est situé 19 bis rue Hautefeuille, à Paris, dans le 6e, au métro Odéon. Je remercie tout d'abord Nicolas, notre partenaire associatif de Radio Grand Paris, qui nous aide à la réalisation technique, qui est notre partenaire et qui est très sympathique. Bonjour Nicolas. C'est la voix. Salut, ça va ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Ouais, ça va. Super. Donc, le point information jeunesse Hautefeuille est ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h, accessible aux jeunes de 13 à 30 ans, sans rendez-vous. Donc, à quoi sert un point information jeunesse ? Eh bien, un point information jeunesse, ça sert à pouvoir trouver un accompagnement quand on en a besoin sur tous les sujets qui concernent les jeunes. Alors évidemment, on ne va pas se raconter d'histoire. Je n'ai pas forcément toutes les réponses dans la seconde sur tous les sujets qui racontent qui vous concernent. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais par contre, vu que je suis super sympa, moi je me mets en veille pour vous et je vous trouve des solutions. Voilà, donc que ce soit aussi bien sur le logement, les études évidemment. Alors pour les études et les parcours professionnels, j'ai la chance de m'appuyer sur un outil qui est très très bien fait, qui est mis au point par le CIDJ. Ça s'appelle EJBox. Ce sont des fiches documentées, créées par une équipe de documentalistes et de journalistes actualisés, et donc qui peut vous permettre d'avoir des informations très concrètes sur les débouchés, sur les parcours d'orientation. C'est vraiment très bien fait. Le point information jeunesse est là aussi pour vous fournir des moyens techniques, des ordinateurs sur lesquels vous pouvez venir travailler, des imprimantes, au moins une en tout cas, sur laquelle vous pouvez imprimer gratuitement évidemment. Vous pouvez avoir aussi un regard, un conseil sur votre CV, sur les lettres de motivation. Le point information jeunesse est là également pour mettre en avant les dispositifs de la ville de Paris, Paris Jeunes Vacances par exemple, pour vous aider à partir en vacances, 200 € d'aide, Quartier Jeune, pour tous les projets qui ont une dimension de solidarité avec le territoire, une dimension citoyenne. Là aussi, vous pouvez avoir une aide financière. Et également, si vous avez aussi le projet de créer votre association, BAFA Citoyen, etc., etc. Et enfin, le point information jeunesse. Je vais laisser aussi quelques miettes à ma co-animatrice du jour, Ludivine, mais qui aura certainement d'autres choses à dire. Évidemment, on propose aussi des projets originaux. Par exemple, type bande alimentaire, Deezer, qui est un groupe de lecture à voix haute. Évidemment, c'est peut-être des notions, des mots, des projets avec lesquels vous n'êtes pas familier. Mais du coup, si la curiosité vous titille, eh bien, je vous invite à nous retrouver sur notre site pour en savoir un peu plus sur ces projets. Je passe la parole à ma collègue co-animatrice du jour,
Ludivine. Alors déjà, merci Julien de nous avoir invités. C'est un plaisir de venir ici. Donc oui, tu as déjà présenté la plupart des missions d'un point information jeunesse. Bon, avec la différence que nous avons les réponses. Non, c'est pas vrai. On s'efforce de répondre à toutes vos interrogations. Moi, c'est Ludivine et je suis informatrice jeunesse au point information jeunesse du centre Paris Anime Point du Jour. Donc situé dans le 16e, à côté de Porte de Saint-Cloud. Pour le métro, au 9 rue du Général Malter. Donc on est ouvert du mardi au samedi, avec notamment une nocturne le jeudi. Donc on est ouvert jusqu'à 21h45 pour permettre aux jeunes qui travaillent, aux étudiants de venir plus facilement. Comme petit point de différence, parce qu'on a tous, selon les points information jeunesse, on a également une salle de spectacle qui accueille des jeunes compagnies, donc avec un suivi sur la création de l'association théâtrale s'il n'y a pas, un suivi pour les subventions, sur les droits d'auteur. Donc voilà, un travail un peu plus spécifique sur ça. Et aussi également un accompagnement vraiment scolaire assez important sur les collégiens, un peu moins les lycéens, mais ça commence, des stages de prise de parole pour préparer des entretiens et des espaces de travail pour les étudiants et les jeunes qui veulent monter leur entreprise ou des choses comme ça. Voilà sur la présentation un peu schématique. N'hésitez pas à venir nous voir et aussi également consulter le site et notre Instagram, parce que maintenant nous avons Instagram, nous rentrons dans l'ère moderne. Voilà. Merci Ludivine. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Alors cette deuxième partie, elle est consacrée donc à une présentation de la Semaine du numérique. Alors qu'est-ce que c'est la Semaine du numérique ? C'est un projet qu'on a lancé donc au Centre Paris Anime Richard Wright il y a 3 ans. Cette semaine, elle se déroule du 4 au 9 avril. Alors l'idée de cette semaine, c'est de pouvoir proposer des ateliers de sensibilisation, de prévention, de découverte des métiers sur le thème du numérique. Pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes conscients que le numérique bouleverse nos vies, nos sociétés, que c'est une révolution anthropologique majeure, un peu comparable à celle de Gutenberg et de l'invention de l'imprimerie, que ça modifie en profondeur notre manière de nous socialiser et qu'on n'en mesure pas forcément tous les effets. Donc on est quelque part les premiers à vivre cette expérience inédite et donc il nous paraît important d'exercer notre vigilance et notre capacité d'observation sur tous les phénomènes sociaux, notamment, qui peuvent découler de cette nouvelle donne. Voilà, alors concrètement, cette semaine du numérique qu'on consacre du 4 au 9 avril, on a proposé 3 temps forts en fait durant cette semaine. Donc on a une exposition qui s'appelle Histoire de fausses nouvelles, qui est éditée par la BNF, Bibliothèque nationale de France, qui revient sur le concept de fake news, la fausse nouvelle, ou autrement dit l'information frauduleuse, je dirais même, puisque avec ce concept de fake news qui a apparu, c'est effectivement tout ce concept d'information frauduleuse qui est remis au goût du jour, mais en fait ce n'est pas forcément, ça ne date pas d'hier, et c'est l'objet de cette exposition pédagogique de nous le montrer en 12 panneaux et de présenter sur chacun de ces panneaux une notion clé. Pour vous donner un exemple, vous avez un panneau qui est consacré au canular, un panneau qui est consacré à la propagande. Là, sur les deux, on est sur de l'information frauduleuse, mais évidemment, en fonction de l'intention de l'auteur, on n'est pas du tout sur le même sujet. Voilà, cette exposition, si elle vous intéresse, ou si elle intéresse des structures dans lesquelles vous êtes, sachez qu'elle est éditable, vous pouvez la visualiser sur le net, donc ça s'appelle Histoire de fausses nouvelles, et elle est imprimable. Elle est faite pour ça. Deuxième temps fort de cette semaine que nous avons menée, et que nous continuons de mener, c'est un atelier de fiction radiophonique à la Maison de la Radio. On a emmené un groupe de jeunes pour participer donc à cet atelier, donc un groupe de jeunes âgés de 13 à 16 ans qui viennent d'un atelier de théâtre mené au Centre Paris Anime Richard Wright par Patricia Richard, et également de jeunes qui viennent du conservatoire Jean-Philippe Rameau dans le 6e.
Cet atelier donc d'initiation, en fait c'est un atelier d'initiation à la création fiction radiophonique. Elle leur a permis de découvrir les différents métiers et aspects techniques donc, que sont le travail de comédien, le travail de bruiteur et aussi le travail de réalisateur, technicien, monteur. Cet atelier a duré 2 heures et à partir donc et leur a permis de faire un enregistrement. Donc à partir d'un petit texte de Gaël Faye, les jeunes ont construit donc une fiction radiophonique et je vous propose d'en écouter un extrait. Vous allez écouter un extrait de Petit Pays de Gaël Faye. Bonne écoute. Je dormais d'un sommeil léger quand j'ai senti qu'on me touchait la tête. J'ai d'abord pensé que des rats grignotaient les boucles de mes cheveux, comme cela arrivait avant que papa n'installe des pièges dans toute la maison. Et puis j'ai entendu chuchoter. « Gabi, tu dors ?» La voix d'Anna a achevé de me réveiller. J'ai ouvert les yeux. Notre chambre était plongée dans le noir. De la main gauche, j'ai tiré le rideau. Un rayon de lune a traversé la moustiquaire de la fenêtre, éclairant le visage apeuré de ma petite sœur. « Qu'est-ce qu'on entend, Gabi ?» Je n'ai pas compris. La nuit était calme. Je reconnaissais simplement le ululement de la chouette, installée dans le faux plafond au-dessus de notre chambre. Je me suis redressée et j'ai attendu. Jusqu'à ce que résonnent plusieurs bruits secs, rapprochés les uns des autres. On dirait des coups de feu. Anna s'est glissée dans mon lit pour se blottir contre moi. Un silence angoissant a succédé au bruit d'explosions et de tirs de mitraillettes. C'était un extrait de Petit Pays de Gaël Faye. Vous avez écouté les voix de Jeanne et Joséphine, les bruitages d'Émile et la réalisation technique de William. Alors, comment c'était ? Bon, bah si Trop vous voulez. bien. Trop bien, hein, Nicolas, franchement. Ça t'a donné envie Ah, de faire moi un j'adore ça, la fiction radiophonique. Ouais, c'est magnifique. N'hésitez pas à réagir hein, sur le petit chat. Hein. On vous répondra pas parce qu'on n'a pas les moyens. Non, on n'a pas le temps, je suis désolé. On est trop occupés, vous voyez bien. Bon, et enfin, donc, troisième temps fort. Une sortie à l'Atelier des Lumières. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'Atelier des Lumières, mais donc c'est un espace, une ancienne fonderie qui a été créée en 1835 et qui a été reconvertie en 2018. Je vous passe toute l'histoire. Si vous voulez la connaître un peu mieux, eh bien, je vous donne rendez-vous samedi si vous êtes inscrit. Sinon, allez sur le site. Non, c'est pas très sympa ce que je vous dis, mais c'est une ancienne fonderie qui a été créée en 1835 et qui, voilà, c'était l'époque industrielle, donc c'était magnifique. Et puis, vous savez, aujourd'hui, c'est quand même la crise industrielle en France, donc évidemment, ce lieu, ça fait un petit moment qu'il était en désaffection, et puis il a été repris, d'importants travaux ont été refaits, et c'est devenu un centre d'art numérique. Donc, en fait, vous avez la possibilité de vivre une expérience artistique immersive, je dirais, une sorte de... une sorte d'expérience immersive, artistique très forte. Voilà. Donc, on aura la chance d'accompagner demain un groupe de jeunes pour aller voir 2 peintres qui sont parmi quand même les pères de la modernité. Cézanne, qui est à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et Kandinsky, père de l'abstraction aussi. Donc personnellement, ce sera la première fois que j'irai. Je vous dirai après comment ça s'est passé et comment les jeunes l'ont vécu. Voilà, donc c'était la présentation de cette semaine du numérique. On va passer maintenant tout de suite à la partie la plus passionnante, j'en suis sûr. C'est la rencontre avec les jeunes qui sont présents. 3e partie. Et oui, donc bienvenue dans cette 3e partie. Alors, pour cette 3e partie, j'ai la chance de recevoir 3 jeunes qui ont vécu, font des études en BUT carrière sociale, et dans le cadre de leur stage, ils ont mené une expérience très intéressante de déconnexion numérique, et je vais laisser Ludivine nous les présenter et nous présenter leur projet. Ludivine. Alors on a reçu effectivement 4 jeunes en première année de BUT carrière sociale de l'IUT Descartes.
Donc c'était les 4 en même temps sur une semaine par mois. Donc là on a la chance d'en avoir 3 qui sont présents. Vous les rencontrerez très bientôt. Et ils ont choisi, eux, de mener un projet au départ, ils étaient plutôt partis sur le harcèlement, après cyberharcèlement et un peu la place des réseaux dans leur vie. Donc au fur et à mesure des brainstorming et des réunions, ils ont décidé de faire un vlog. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre un blog et une vidéo, voilà la fusion, pour raconter une expérience de déconnexion qu'ils ont vécue, un peu en mode Koh-Lanta, pendant une semaine, pas de réseaux sociaux. Donc ça a été très dur, hein, on les a repris, Enfin c'était dur, hein, mais au moins c'est bien comme ça, on peut aussi traiter de l'addiction, de la dépression des jeunes, des réseaux, des choses comme ça. Donc le but à la fin, c'est de faire une intervention auprès des classes de collège. Donc là, vendredi prochain, il y a 2 classes de 5e du collège juste à côté, Claude Bernard, qui vont venir. Et en fait, eux, ils vont montrer leur vlog. On aura également une artiste qui va venir et une psychologue pour un peu faire réfléchir les jeunes qui sont juste à l'entrée. Là, c'est des jeunes de 5e, donc juste à l'entrée de leur vie dans les réseaux sociaux, les faire se questionner sur leur rapport au réseau et qu'est-ce que ça a apporté, les points positifs, négatifs. Le but, c'est pas de diaboliser les réseaux et dire c'est pas bien. Et aussi, on a voulu donner la parole à des jeunes là qui ont 18-19 ans et pas la garder pour nous parce que maintenant, nous, on est très adultes. Et pas paraître comme moralisateur entre c'est pas bien, les jeunes, etc. Donc là, donner la parole aux jeunes qui parlent à des jeunes juste un tout petit peu plus jeunes. La parole, elle peut aussi mieux passer que si c'est nous, les adultes beaucoup plus âgés, qui faisons passer le message. Donc je vous propose de découvrir le vlog et ensuite, on va donner la parole aux jeunes pour qu'ils vous expliquent leur démarche. Voilà. Merci, Ludivine. Très dur. J'ai failli craquer sur toutes les applications possibles. mais je m'avais. Je viens de faire une découverte, c'est très dur de me filmer sans filtre. Ça peut paraître ridicule, mais c'est dur parce qu'à chaque fois je me réveille. Bon, petit piège. J'ai failli craquer, j'ai failli ouvrir YouTube. Mais j'ai pas craqué. Depuis que j'ai commencé le défi là, j'ai craqué un peu. Mais le matin, ce matin, je n'ai pas craqué. J'ai rien regardé, j'ai rien fait du tout. C'est plus compliqué parce que là, je suis allé aux toilettes, etc. Envie un petit peu d'aller sur TikTok, sur les réseaux pour voir ce qui se passe, etc. Pour voir ce qui se passe, ce que je fais d'habitude, quoi. Mais en fait, de rien faire dans mon lit, je vais faire du sport, quoi. Donc du coup, là, je fais du sport et voilà, ça fait du bien en vrai. Et oui, je lis un livre avant de dormir. Bon, 3e jour, 3e réveil. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est dur, j'avoue, c'est dur de pas avoir les réseaux quand même. Mais hier soir, j'ai réussi à faire un truc que je ne faisais plus trop à cause justement de ces réseaux et de YouTube notamment. J'ai lu Quartier lointain de Jiro Taniguchi. Hier soir, j'ai failli regarder Twitter. Enfin, j'ai cliqué sur Twitter. Et après j'ai fait ah merde. Mais des cauchemars, rêves où en gros j'allais sur les applications et je craquais. Donc du coup je me réveillais en plein milieu de la nuit en paniquant en regardant si j'avais craqué alors que pas du tout. Et ça me l'a fait 3 fois. Je vois vraiment une vraie amélioration au niveau de mon travail, de mes révisions. Je suis beaucoup plus efficace. Jour, je ne sais plus combien, je les compte même plus. Écoutez, ça se passe bien, il n'y a pas de craquage, c'est cool. J'ai pris contact avec des anciens potes. Et ce qui est cool, c'est que je sors plus souvent qu'avant. Là, je vais les voir, on va se taper un ciné et tout entre potes, c'est cool. Du coup, je pense que les réseaux influent sur les sorties. Alors, on est à la fin de la journée du jour 4 et du coup, je suis super fière de moi parce que j'ai rempli tous mes objectifs de la journée. Les gens m'envoient des messages sur Snap alors que je leur ai dit qu'il fallait pas m'envoyer de messages sur Snap. Et quand je leur réponds par message, ils me répondent sur Snap. Ils sont drôles, hein, franchement. J'ai eu l'intro. Jour 5. Je suis allée voir dans mes paramètres ce matin pour voir mon temps d'écran et il a diminué de 32%. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, oh no no. Je reçois une notification de Insta. Bon, je vais pas dessus, je vous le promets. Mais je reçois une notification, il se
peut que ce soit une fille que j'aime beaucoup. Mais je ne peux pas lui répondre. Je suis comme ça. On essaie de pas craquer, mais ce qui est marrant, c'est que je reçois des mails d'Insta pour me dire que j'ai des stories à regarder et même des messages de Snap qui me disent que j'ai des nouveaux chats. Donc ils me poussent à y aller vraiment. Salut l'équipe, c'est juste pour vous dire que j'ai très envie de craquer. Mais on tient, j'ai envie d'aller sur Instagram. Bon alors là, j'avoue que les réseaux me manquent un peu parce qu'en fait, moi d'habitude, j'aime bien montrer mes petits plats dans ma story à mes amis. Donc là en plus, j'ai fait des petites pommes de terre et tout. 7 minutes avant la fin du défi. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Bah écoutez, je suis ni pressé ni content d'avoir. Non, je pense pas. Ouais, bah c'est surtout au niveau du temps perdu sur les réseaux. Moi, c'est ça qui m'a vraiment choquée à la fin de l'expérience. Et je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'on se met à faire des choses qu'on faisait plus avant, comme la lecture. Enfin, c'est tout bête, mais vraiment, on perd énormément de temps et je pense qu'on s'en rend pas compte tant qu'on ne plonge pas vraiment dans le sujet, quoi. Du coup, quand vous avez pris la décision d'arrêter les réseaux sociaux, je m'en souviens, c'était lors d'une réunion et ça un peu décidé, comme ça, venez, on arrête, on fait l'expérience. Enfin voilà, il n'y a pas eu de temps de préparation psychologique pour arrêter. Et quelle a été la réaction du coup de vos proches? Parce que je suppose que vous l'avez annoncé aux gens pour les prévenir. Juste avant, ça a été quoi la réaction Moi, mes parents, ils ont dit que c'était bien. Mes frères et sœurs, ils ont un peu rigolé. Mon père, il comprend pas, donc il n'a pas vraiment réagi. Et comme je disais dans la vidéo, mes proches, amis, copains, etc., ils ont joué à la provocation. Ils faisaient exprès de m'envoyer des messages sur les réseaux où je pouvais pas répondre, justement pour voir si j'allais craquer. Et quand ils ont vu que j'ai pas craqué, ils ont dit « Ah oui, quand même !» Ils étaient choqués. Donc il y a un côté provocation et inattendu de leur part. Ils s'attendaient pas à ce que je ne craque pas. Du coup, moi, c'était à peu près pareil. J'ai eu la réaction de mes proches, de mes parents. Du coup, ils étaient là, ah oui, tu vas vraiment tenir, parce qu'ils trouvent que je suis trop sur mon téléphone. Ma soeur a rigolé. Elle a dit, oh, moi aussi, j'aimerais bien essayer. Au final, bon, elle a tenu 10 minutes.
Voilà, et du coup mes potes, eux aussi, parce qu'en fait de base j'avais pas trop prévenu au départ, enfin j'ai pas prévenu tout le monde, donc ils se sont dit mais il est parti où que fait-il? Du coup voilà. Ouais, bah moi du coup, alors ma famille, ils étaient vraiment admiratifs, c'est vraiment génial et tout, parce que surtout mon père, il était un peu inquiet de ma consommation des réseaux, parce que c'est pas sa génération, donc il comprend pas trop pourquoi on est tout le temps sur nos portables, etc. Et donc il était vraiment admiratif et soulagé de voir que je suis capable de tenir sans réseaux sociaux. Et puis pour mes amis, c'était un peu différent. Ils étaient un peu étonnés. Mais pourquoi faire Pourquoi faire? Et puis j'en ai manqué à certains. Ça leur manquait de ne pas avoir des petites nouvelles de moi régulièrement et tout. Mais bon, voilà. Du coup, une semaine, est-ce que ça vous a paru très long? Est-ce que vous auriez pu en faire plus longtemps? Qu'est-ce qui vous a le plus manqué sur le fait d'aller sur les réseaux pendant toute cette semaine en fait? Bah personnellement, moi je pense qu'on aurait pu plus tenir. D'ailleurs, on en a parlé ensemble. Une semaine, je pense qu'on aurait pu facile tenir 2 semaines, puis peut-être un peu plus, mais je suis pas sûr. Genre 1 mois, c'est vraiment. Non, on n'ira pas jusqu'à là, mais ouais, on aurait pu tenir 2 semaines. Moi, je pense que 2 semaines, je les aurais tenues. Ouais, mais après. C'est quoi déjà la question? Sinon, ce qui t'a manqué, voilà. Ce qui t'a manqué. Moi, c'était vraiment le côté addiction de y aller juste pour y aller. C'était pas juste pour répondre, parce que ça me manquait. Enfin, il y a le côté communication, c'est plus facile, on peut envoyer des vidéos, des photos, il y a le côté facilité. Mais c'était vraiment le côté addiction, y aller juste pour y aller qui me manquait. Parce que sinon, après, j'ai pas ressenti. J'ai ressenti un manque, mais c'était vraiment le y aller pour rien faire. C'est ça en vrai, on regarde la vie des autres à travers les réseaux sociaux, où on répond alors qu'on pourrait faire plein de choses à côté. Et justement, Beverly, tu disais, toi aussi en fait, vous dites tous que pendant cette semaine de déconnexion, vous avez pu redécouvrir, de prendre le temps de faire d'autres choses. Et est-ce que du coup, depuis que vous avez repris, est-ce que du coup, ces choses que vous avez redécouvertes, vous les avez, depuis que vous avez repris les réseaux sociaux, est-ce que vous les avez gardés ou pas? Vous les avez reperdus? Moi, j'ai vraiment essayé de garder et ça m'a fait très bizarre quand je suis retournée sur mon portable. C'était comme si j'avais plus envie en fait. C'est comme si j'ai eu une sorte de dégoût un peu. Bon, après, je suis vite retombée dedans, je vais pas vous cacher. Mais du coup, je me suis mis une limite sur mon portable de 2 heures de réseaux sociaux max par jour. Et tu tiens? Ouais, je tiens. Bon, des fois, je mets en boucle un peu le truc, là, je retarde comme le réveil. Mais ouais, j'essaye de continuer un peu là-dessus pour pas perdre l'effet de l'expérience, parce que voilà. Et j'essaie de continuer à lire et tout. Vous étiez à combien de temps d'écran? J'ai pas fait avant l'expérience? Ouais. Moi, je dirais 8 heures, je crois. Ouais. Par jour? Pareil. Ouais. Et du coup, moi, je dirais 6 heures, entre 6 heures et 8 heures, ouais. Là, maintenant, après l'expérience, je suis plutôt à 6 heures. Ça a quand même réduit. Et du coup, concrètement, vous avez pu faire quoi en plus parce que Beverly, tu l'as déjà un peu dit, mais pour les autres, que vous n'aviez pas fait pendant l'expérience, que vous n'ayez pas avant? J'ai fait du sport, beaucoup plus de sport. J'en faisais déjà, mais là, je me suis mis au sport. Après, j'écoute énormément de musique, donc du coup mon temps d'écran n'a pas vraiment diminué, il a même limite augmenté parce que j'écoutais de la musique. Déjà que j'écoute constamment de la musique, là c'était vraiment à longueur de journée, donc j'ai plus écouté de musique. Et après j'ai regardé des séries ou des séries qui étaient du coup accessibles sur la télé, ou des films que je regardais pas forcément en temps normal, ou des choses que en temps normal on va pas regarder, comme documentaires, des trucs comme ça. Moi, c'était à peu près pareil. Moi, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup la musique. Donc, du coup, je faisais que ça, vraiment écouter que de la musique. Puis, à un moment donné, j'étais chez moi et sans réseaux sociaux, sans mon téléphone, je me balade chez moi et j'ai une étagère où il y a des films, du coup, et c'était des films un peu de mon enfance. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas regarder ce film-là. Voilà, donc c'était un film de mon enfance, donc Toy Story 2, voilà, pour l'anecdote. Voilà, et du coup, ça m'a fait redécouvrir entre guillemets le film, c'était sympa. Sinon, moi j'ai fait aussi du sport, j'en faisais déjà, mais on va dire que j'étais plus libre. Je me dis pas, à telle heure faut que j'y aille et tout. Donc voilà, c'était cool. Sinon, alors c'est plutôt personnel.
Moi, j'étais un peu lassé du foot en fait, et du coup, j'ai ma grand-mère qui est aussi fan de foot, et du coup, je suis parti chez elle regarder un match de foot alors que ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé un match. Voilà, donc c'était un bon moment, elle s'y attendait pas, et puis voilà. Et du coup, votre regard, il a du coup changé sur les réseaux sociaux, ou comme vous dites, vous êtes reparti ou c'est reparti comme en 40 après? Alors moi j'ai senti qu'en fait juste après que entre guillemets on a perdu des habitudes, c'est-à-dire que au départ quand on était en semaine de déconnexion, on a perdu les habitudes d'aller sur nos moi en tout cas j'ai perdu l'habitude d'aller sur les réseaux. Moi j'adore Twitter, donc je vais sur Twitter pour m'informer, pour voir ce qui se passe et tout, etc. Moi j'ai perdu cette habitude là, puis en fait on va dire les 2 semaines suivantes après cette déconnexion là, j'ai touché de moins en moins aux réseaux sociaux. Puis après, c'est revenu, je pense que c'est revenu comme avant maintenant, mais c'est vrai que ça a un peu changé quand même. Moi, c'est surtout au niveau de temps de réponse. Je prends beaucoup plus de temps à répondre aux gens. Avant, je répondais assez rapidement. Ouais, et maintenant, je prends beaucoup plus de temps. Limite, excusez-moi du terme, mais ça me saoule de répondre. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être cette expérience. Après, oui, j'y vais moins, mais après, j'y vais quand même de temps en temps. Mais c'est vraiment au niveau de la réponse. Je prends beaucoup plus de temps à répondre. Pas envie d'être disponible tout le temps. Voilà, c'est ça. Le côté disponible, il est beaucoup moins présent. Du coup. C'est vrai qu'avec les réseaux, on a un peu l'obligation de répondre vite. Et ou sinon, on dit les expressions que vous avez aussi. Ils ont fait aussi un jeu en parallèle de cette expérience. Elle m'a mis en vue, ou elle m'a remis, ou des choses comme ça. Qui sont, en fait, on est frustré si on n'a pas la réponse tout de suite, en fait. Donc, c'était aussi par rapport à ça. Ouais, j'avais aussi ce sentiment de frustration quand les gens me répondaient pas vite. Genre, ça pouvait m'agacer, parce que moi, je réponds vite. Et maintenant, je comprends. Je comprends, vraiment. Tu sais, les 3 petits points qui clignotent et puis qui s'arrêtent. Ouais. Ah, c'est frustrant, ça. Ouais. Moi, s'il allait dire quelque chose... Ah. Ouais, mais des fois, en fait, on est en ligne et les gens, on sait qu'on a des messages et les gens voient qu'on est en ligne. Du coup, quand t'es en ligne, t'es obligé de répondre. Et en fait, c'est un peu comme si on avait le couteau sous la gorge. En fait, moi, quand je me suis coupée des réseaux, j'ai vraiment ressenti... C'est comme si j'étais libérée. Ça peut être vraiment abusé, peut-être, mais vraiment, c'est ça que j'ai ressenti. J'étais vraiment libérée. On pourrait parler d'un phénomène d'emprise. Franchement, oui, je pense. Hein. C'est une addiction, c'est psychologique en fait. On a toujours ce truc d'y aller, de répondre. Vraiment, comme je disais, le tic d'y aller juste pour y aller. On veut répondre, et si on répond pas tout de suite, on a le droit de pas répondre tout de suite, et des fois on peut pas forcément. Il y a le système de vocal ou d'écrit. Par exemple, on va pouvoir répondre à l'écrit, et au vocal on va pas pouvoir forcément écouter. Et les gens des fois ils vont pas forcément comprendre, surtout qu'il y a sur certains réseaux sociaux il y a le système en ligne, donc les gens voient quand on est sur le réseau ou quand on l'est pas. Du coup, ça veut dire que notre société serait, on serait collectivement sous une emprise. En quelque sorte. Ça fait flipper. Ouais, ça va un peu loin. Mais c'est peut-être Oui, pardon, vas-y. Et maintenant que vous avez fini l'expérience, est-ce que les gens ils comprennent que du coup vous répondez pas tout de suite, immédiatement? Parce qu'avant vous aviez un peu l'excuse de l'expérience, on va pas sur les réseaux, c'est facile. Et maintenant dire, bon écoute, si je mets quelques heures à te répondre, c'est pas genre volontaire, c'est juste je faisais autre chose, j'étais avec ma famille au cinéma. Est-ce que les gens ils comprennent ça, ou c'est encore compliqué auprès de vos amis? Moi, ils comprennent. Moi, je pense qu'ils comprennent. Après, je pense que ceux qui comprennent le moins, on va dire, c'est ceux qui sont... Alors, en tout cas, pour ma part, de mon expérience à moi, c'est ceux qui sont le moins âgés. Par exemple, ma petite sœur, quand je lui réponds pas dans la seconde, qu'est-ce que tu fais, voilà. Sinon, les autres, mes amis proches, ils comprennent. Voilà. À partir de quel âge on pourrait conseiller les réseaux sociaux, du coup? Alors, il y a une 30 ans, 35 ans Avec votre expérience, quoi, du coup, de cette addiction que vous avez pu ressentir. Moi, déjà, je conseillerais pas avant le collège, surtout pas avant le collège. Alors que, je trouve en tout cas que de plus en plus d'enfants ont un nouveau téléphone, ont les réseaux sociaux trop tôt. Vraiment, à 8 ans, moi à 8 ans, j'avais pas tout ça. Mais je trouve qu'il y a vraiment une démocratisation des réseaux sociaux vraiment chez les jeunes enfants. Et je trouve ça dangereux parce que il peut y avoir
comment on appelle ça, l'usurpation d'identité, où des gens peuvent se servir des photos de jeunes enfants pour en faire je ne sais quoi. Ça peut aller vraiment très loin. Donc, et puis même des insultes ou quoi, ou des remarques, ça peut aller même jusqu'au suicide. Bon, c'est vraiment un cas extrême, mais c'est très sérieux cette histoire. Et du coup, j'avais une question, c'est que d'ailleurs on parlait de la semaine du numérique et de l'exposition histoire de fausses nouvelles, d'informations frauduleuses. Est-ce qu'il n'y a pas un hold-up sur le mot social? Est-ce que les réseaux sociaux sont vraiment des réseaux sociaux? Enfin, est-ce que c'est un terme qui convient? Et est-ce que vous avez eu l'impression, en dehors de cette vie de connexion, donc, de développer une vie sociale peut-être plus intéressante? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi, je trouve que... Alors, vas-y, moi, je veux juste dire que c'est pas la même vie sociale qu'on a. Exactement. En fait, c'est pas réel. On entretient des relations qui sont pas réelles avec les gens, juste en parlant, en communiquant. C'est bien. C'est plus facile dans le sens où les réseaux sociaux permettent justement de communiquer. Mais en fait, à trop communiquer comme ça, on en perd vraiment la beauté de la chose et on n'a pas vraiment de lien. C'est comme par exemple sur Facebook ou même Snap ou n'importe où en vrai. Vous avez un certain nombre d'amis. Oui, il a liké. Oui, il va être votre ami. Enfin, c'est pas vrai. C'est le genre de personnes où demain on a un problème, on les appelle, ils sont pas là. Donc je pense qu'on crée de mauvais liens sociaux à travers les réseaux sociaux. Mais moi je trouve qu'il y a deux vies différentes. Enfin, il y a la vie sur les réseaux sociaux et la vie réelle. Par exemple, une personne peut montrer que oui, regardez, j'ai fait un voyage à Dubaï, c'était super, c'était trop bien, alors qu'en fait, voilà, elle a pris ces photos-là il y a longtemps. Elle fait juste pour faire genre qu'elle mène une vie heureuse et que vous êtes là en train de travailler. Enfin, voilà, en fait, c'est un peu de jouer un rôle, en fait. C'est pas vraiment être soi-même. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent justement cette double vie, entre guillemets. Moi d'ailleurs, je m'étais fait une fois une remarque à propos des réseaux sociaux, notamment de Facebook. C'est qu'en fait, à la base, ils ont été créés en fait pour booster des marques. Enfin, c'est d'abord des choses professionnelles. Et je me suis dit un jour, mais en fait, tous les gens en fait acceptent de devenir leur propre marque en fait. Quelque part, oui, quand on fait des photos ou des vidéos, etc. Les influenceurs, c'est ça. Ouais, oui, c'est ça. Ah oui, il n'y a que des placements de produits. C'est à base de placements de produits constamment. En plus, ça rapporte de l'argent du coup au réseau, que vous soyez dessus même sans vendre leurs produits. Et c'est pour ça, quand tu disais, c'est toi, Alexandre, qui disais que tu avais reçu des notifications. Oui, des mails d'Instagram qui voient que ça fait 3 jours que je suis pas allé sur l'application et ils disent venez voir le contenu, les stories de machin. Moi aussi, j'ai eu. Et Snapchat, c'était pareil. Parce qu'en fait, lisez vos nouveaux chats. C'est ça. Voilà, c'est ça. De toute façon, apparemment, ce qui se dit, c'est que quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Hein. Ouais, c'est effectivement vrai. C'est une bonne. Je la connaissais, mais effectivement. Ouais. C'est gratuit, pas vraiment, parce qu'au final, on leur rapporte de l'argent. C'est pour ça que justement, ils nous envoient des notifications, dire venez, parce que justement, ils ont des pertes. Si tout le monde demain décide de ne plus aller sur les réseaux sociaux, ils n'auront pas d'argent. Quelque part, on est un peu espionné du coup. Ouais. Comme ils voient qu'on n'est pas là depuis 3 jours sur l'application, ils disent oula, on perd quelque chose. Là. Mais t'es passé à 2 jours d'un avis de recherche. Hein. Est-ce que vous conseilleriez aux jeunes de diminuer leur pratique des réseaux sociaux? Oui, de diminuer, de faire autre chose en tout cas. Je sais pas, par exemple, comme on l'a dit, faire du sport ou même lire. Surtout les enfants, vu que maintenant c'est de plus en plus tôt, dès le collège, dans notre génération, on va dire, on arrivait quand même à faire des choses à l'extérieur, sortir avec des amis, faire du sport, faire du vélo, etc. Et les réseaux sociaux, j'ai l'impression que ça engendre une diminution de ça. Et pour surtout les personnes jeunes, même en vrai les plus vieux, les adolescents ou autres, surtout pour les collégiens, je trouve qu'il faudrait vraiment retarder les moments où ils ont les réseaux sociaux, parce qu'ils, entre guillemets, ils loupent leur jeunesse. Ils font pas les choses qu'ils devront faire à leur âge. Ils sont sur les réseaux en train de suivre des influenceurs. Il y a ce côté aussi de vouloir grandir trop vite. C'est trop précoce en fait. Ouais, c'est ça, c'est trop précoce. Ouais, ils loupent leur jeunesse. Je trouve que c'est fort, mais c'est comme. C'est vrai. Il y en a un peu qui restent renfermés sur eux, ils sont là sur les réseaux sociaux, vraiment encloîtrés chez eux. Et puis comme tu l'as dit Alexandre, c'est un peu une guerre d'image avec il faut voir les meilleurs endroits, il faut être le plus beau possible, pour envoyer la meilleure image. Vie meilleure que la tienne, regarde. Et pour des adolescents qui sont encore en construction de leur propre identité et de leur image, c'était qui dans le sans filtre? C'était toi, Beverly, qui disait que c'était très compliqué de se filmer sans filtre pour la première fois.
Bah en fait, ouais, j'ai l'habitude à chaque fois que je prends une vidéo, bah hop, on met un filtre. C'est vraiment devenu une habitude, c'est automatique. Et donc vraiment là, depuis que j'ai fait l'expérience, j'essaye vraiment de plus en mettre. Et ça va mieux. Mais aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est important de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils deviennent maîtres en fait. Parce qu'en soi, on nous contrôle vraiment à travers les réseaux. On nous pousse à y aller et il faut qu'ils deviennent maîtres de leur consommation en fait. C'est ça qui est important, je pense. Comment ? Bah déjà en prenant conscience, mais je pense qu'on ne peut pas prendre conscience quand on est trop jeune, d'où l'importance de retarder l'arrivée des réseaux sociaux à partir d'un certain âge, donc plutôt fin collège, début lycée, quoi. Et vous avez été sur les réseaux quand ? À quel âge ? Alors moi j'ai mon compte Instagram depuis 2015-2016, donc 5e. Pareil. Ouais. Fin 5e. Moi c'était du coup, 3e. Ouais. Parce qu'après en 5e, est-ce que vous se serez vu, parce que c'est facile de dire il faut retarder Mais ça a l'entrée bien sur changé, les réseaux il faut sociaux. prendre conscience que les réseaux sociaux ont évolué, c'était pas Après, la même époque. Mais par exemple là, si tous les amis d'une classe ils sont sur TikTok, bah, c'est compliqué pour un jeune qui est par exemple en 5e, il va pas dire par lui-même, enfin au niveau de la maturité, il va pas se dire alors pour la maturité, devenir acteur moi-même de ma vie, je vais retarder mon entrée sur les réseaux sociaux, et avec des parents qui sont pas du tout au fait de ça parce que les réseaux ils connaissent pas trop et que du coup c'est ça qui va être compliqué. C'est qu'en fait à part faire un grand mouvement, que ça soit collectif, oui, c'est ça. Prendre conscience de la consommation, ça va être peut-être difficile, et refuser de faire comme tout le monde quand on a cet âge, c'est ça qui va être le plus compliqué. Oui, parce qu'ils veulent s'intégrer et tout. Est-ce que vous diriez qu'à ce niveau-là, les parents ont un rôle décisif à jouer ? Oui, j'allais en venir justement, oui. Du coup, l'éducation joue beaucoup. Par exemple, je vais prendre l'exemple du coup, du jeu qu'on a mis en place dans la structure, qui consiste à avoir... donc j'explique vite fait les règles du jeu. Donc, on a des pancartes de différentes couleurs, donc une bleue avec des phrases qui sont dites sur les réseaux sociaux et leur traduction en orange. Et du coup, ce petit jeu est mis en place dans la structure du point du jour. Et du coup, il y avait une mère et son enfant, donc il était plutôt jeune, donc adolescent, je dirais, collégien. Et du coup, ils ont joué à ce jeu-là. Et la mère m'expliquait que heureusement que toi, tu n'as pas les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il y a vraiment un rôle... Enfin, il y a des parents qui sont conscients des dangers des réseaux sociaux ou ce que ça peut amener. Et du coup, je pense que oui, les parents peuvent entre guillemets avoir la main dessus et comment dire, éduquer un peu les enfants. Après, je rajoute juste parce que s'il y a peut-être des parents qui nous regardent, il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont sur les réseaux sans que les parents le sachent. Donc le but, c'est pas forcément de diaboliser et dire c'est pas bien, mais aussi d'informer, parce que des fois en disant comme tout, hein, comme les jeux vidéo, comme une période ça a été l'alcool, la sexualité, de dire c'est pas bien Bou, tu fais pas ça et on n'en fera pas. Non, moi mon enfant, moi j'ai plein de parents, l'accompagnement scolaire, non mes enfants ils y sont pas, après on les voit, ils sont tous sur TikTok. Donc c'est aussi des fois, faut mieux prévenir qu'interdire en fait, plus passer par la prévention que de l'interdiction, d'un point de vue un peu moralisateur, parce que finalement c'est contre-productif, parce que du coup ils les informent pas sur les réels dangers des réseaux, parce qu'ils diabolisent ça. Et du coup, les enfants, ils y vont, mais sans aucun outil de prévention. Et c'est là qu'ils peuvent être perdus, en fait, sur les plus jeunes. Ouais, ce serait vraiment la prévention de la part des parents, d'expliquer vraiment pourquoi les parents ne veulent pas que les enfants aillent tout de suite sur les réseaux sociaux, ou quelles sont les raisons. C'est comme par exemple un enfant, quand il est petit, qu'il a fait une bêtise, si les parents ne expliquent pas, l'enfant il va pas comprendre. C'est juste expliquer pourquoi justement c'est pas bien de... ce serait bien de ne pas y aller tout de suite, parce que ça peut engendrer des dangers. Et c'est ça qui était bien dans votre jeu, c'est qu'en fait ça a touché surtout les parents, parce qu'ils voulaient jouer, ce qu'ils comprennent, parler avec les enfants, et pas dire... parce qu'après les parents ils vont dire non, moi je connais pas, donc je laisse ça, et ils vont pas vouloir du tout gérer. L'année dernière on avait fait une conférence, c'était par visio, parce que c'était le Covid, mais c'était TikTok pour les nuls, pour les parents qui étaient complètement perdus. Et c'est vrai que ça avait été intéressant, parce que des fois en fait ils se sentent tellement dépourvus de moyens face au réseau que ça peut être compliqué de faire un dialogue avec des jeunes qui n'ont pas du tout le même vocabulaire que dans une... les jeunes ont grandi et sont nés directement avec les réseaux, alors que les parents qui ont 35, 40, 50 ans, en fait ils n'ont pas forcément connu du tout les réseaux sociaux, et du coup ils vont délaisser ça. Et c'est vrai que c'est un gros problème là en ce moment en fait.
Quelle suite vous voulez donner à votre projet de vlog déconnexion? Alors déjà, il y a vendredi prochain qui va arriver. Qu'est-ce qui se passe vendredi prochain? Alors vendredi prochain, c'est la projection de notre vlog avec l'intervention d'une artiste et également d'une psychologue. Donc on va projeter notre vlog à 2 classes de 5e du lycée Claude Bernard, donc juste à côté de la structure. Et on va présenter un petit peu notre projet après la projection. Donc voilà. Ah bah j'espère que vous allez faire des émules. On espère. Ouais, et puis aussi à la fin, quand les collégiens rentreront en classe, je crois qu'on va faire défiler un questionnaire, du coup avec des questions. Je sais plus si on l'avait déjà fait. Juste pour avoir leur retour pour voir ce qu'ils ont appris, est-ce que ça les a touchés, de quelle manière, ce qu'ils ont retenu, etc. Donc pour avoir un peu un retour sur l'événement, quoi. Et vous allez le refaire, vous, une semaine de déconnexion tous les ans? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, tous les ans, la semaine de déconnexion. Vous allez créer ça, mais ça va être une création. Ça va être le mouvement semaine de déconnexion. Ouais, si vous voulez d'ailleurs, on peut, sur la semaine du numérique l'année prochaine, on accompagne cette semaine du numérique par une semaine de déconnexion. Ça pas mal, hein. Et on fait un défi. On fait un défi, ouais, voilà. Ça peut être pas mal, hein. Ça pourrait être bien. On essaye d'emmener le maximum de partenaires, de collèges, de lycées. Et c'est toute la France qui est déconnectée. France déconnexion. Déconnexion, mais surtout reconnexion, c'est ça qu'on oublie de dire en fait. Reconnexion à la vie réelle. La reconnexion avec les gens, quoi. Ouais, c'est ça. Bien, alors il est l'heure de finir cette émission. Merci vraiment beaucoup Beverly, merci beaucoup, je vais y arriver, Cassandra, et merci beaucoup Alexandre. Pas de soucis. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Merci beaucoup Ludivine. Merci Julien. D'avoir co-animé avec moi, c'était un vrai plaisir. Merci Nicolas pour l'assistance sympathique et technique. Et je vous retrouve donc dans très peu de temps pour une nouvelle émission dont je vous réserve le thème dans notre prochaine émission. À bientôt.